Ouvrez les yeux, imaginez que vous êtes debout, seul, face à votre placard. Maintenant, regardez cette veste que vous n'avez pas mise depuis 3 ans, ce jean qui attend une autre silhouette, ou peut-être cette robe suspendue tout au fond, liée à une histoire qui s'est mal terminée. Vous avancez la main pour les décrocher, bien décidé à vous en séparer, et là, votre poitrine se serre. Une micro-tension apparaît dans votre corps. Votre main se crispe sur le cintre et vous remettez le vêtement à sa place. Et si cette difficulté à vider votre placard n'était pas un manque d'organisation, mais une incapacité psychologique à laisser nourrir une ancienne version de vous-même? Et si votre dressing était devenu à votre insu le cimetière de vos regrets et le musée de vos illusions? Bienvenue dans le podcast des Marmites Nomades. Cette semaine, je suis entrée dans quelque chose d'un peu plus concret. Après avoir laissé infuser notre réflexion sur le vêtement comme miroir de l'âme, je me suis retrouvée face à mon propre placard, seule. Et là, j'ai eu un vrai moment de flottement. Parce que je savais que ce que j'ai sous les yeux, ce n'était plus que du textile. Ce n'était pas que ça. C'était pas que des cintres et des couleurs. Mais c'était des fragments de moi, des versions passées, des capsules de souvenirs. Et même parfois des intentions que je n'ai jamais vraiment incarnées. Alors je me suis dit, mais Eliani, pourquoi tu gardes tout ça alors que tu ne les portes même pas? Si vous avez déjà essayé de faire le tri dans votre dressing, vous connaissez cette sensation. Ce moment précis où vous prenez un vêtement, vous savez pertinemment que vous ne l'avez pas mis depuis des années, et pourtant votre cerveau vous fait croire que il va vous donner toutes les excuses possibles du monde pour que vous n'ayez pas à jeter le vêtement. Vous avez votre main qui se crispe. Impossible de mettre le vêtement dans le sac des dons. C'est plus fort que vous. En creusant la psychologie cognitive, j'ai compris que ce blocage n'était pas de la paresse. Ce n'est pas un manque d'organisation. Ce n'est pas le fait que vous n'aimez pas lire le livre de Marie Kondo. Pas du tout. C'est une véritable bataille neurobiologique qui se joue dans notre cerveau. En économie comportementale et en psychologie, il existe un concept fascinant qu'on appelle l'effet de dotation ou endowment effect. Des chercheurs ont démontré que le simple fait de posséder un objet lui donne instantanément une valeur disproportionnée à nos yeux. Dès qu'un vêtement franchit le seuil de notre maison, notre cerveau l'assimile à notre territoire, sans séparer et alors codé par notre amygdale. Le centre de la peur dans le cerveau, non pas comme un gain de place, mais comme une perte douloureuse. Biologiquement, trier un vêtement active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. À cela s'ajoute un deuxième piège mental. Le biais des coûts est récupérable. Vous savez, cette petite robe ou cette veste qui a coûté cher, vous ne la portez jamais parce qu'elle vous va mal, parce qu'elle pique. Mais chaque fois que vous la regardez, votre cerveau calcule l'argent dépensé. Le garder dans le placard est alors une illusion. Celle de ne pas avoir échoué, celle de ne pas avoir claqué de l'argent n'importe comment. Tant que le vêtement est là, la perte financière n'est pas réelle. Le jeter, par contre, c'est acter l'erreur. C'est aussi acter une perte financière. Alors on choisit la stagnation. Mais le plus profond, ce n'est pas l'argent, c'est l'identité. Dans les années 80, la psychologue Hazel Marcus a développé une théorie magnifique qu'elle a appelée les soi possibles. Possible selves. Elle explique que notre esprit est constamment habité par 3 versions de nous-mêmes. Le soi actuel, le soi redouté, donc celui qu'on a peur de devenir, et le soi idéal, celui qu'on aimerait être. Quand j'ai regardé mon placard à la lumière de cette théorie, j'ai eu un choc. J'ai réalisé que mes vêtements au cas où étaient en fait les gardiens de mes soins possibles. Il y a le vêtement du soi redouté. Vous savez, ce jean 2 tailles en dessous que l'on garde au cas où on perde le poids que l'on devrait. Donc on envoie un signal quotidien de méfiance à son cerveau, on nourrit la peur. Il y a les vêtements du soi idéal, cette tenue ultra sophistiquée, magnifique, mais inconfortable, achetée pour une vie sociale que l'on n'a pas, ou pour une femme que l'on n'est pas encore ou que l'on ne saura jamais. C'est le vêtement d'un fantasme identitaire. Et au milieu de tout ça, où est le soi actuel? Où est la personne que vous êtes, là, maintenant et aujourd'hui? Eh bien, elle est souvent étouffée, éclipsée par les fantômes du passé et les illusions du futur. Mais soyons honnêtes, et descendons un peu plus dans le concret de notre quotidien. Le tri ne se heurte pas toujours à des peurs ou à des regrets.
Très souvent, ils se heurtent à un excès d'amour, à des souvenirs profondément positifs. Et c'est là que le piège devient invisible. C'est ce que la psychologie appelle l'encombrement sentimental, le sentimental clutter. Regardez vos placards, vos tiroirs, vos greniers. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve en dehors, parmi les vêtements, il y a aussi d'autres types d'objets. Et ce sont justement des objets sentimentaux. Je vais vous donner des exemples concrets, hein. Ça à prendre au sens large, parce que ces théories-là s'appliquent aux vêtements, mais pas que, si vous l'avez bien compris. Par exemple, il y a les vêtements de grossesse. Vous avez 50 ans aujourd'hui, vos enfants, ils en ont 30, mais vous continuez à garder ces vêtements-là alors que, ils sont grands, autonomes, ils mènent leur propre vie. Alors s'il n'y avait que ça, mais non, à côté de ça, il n'y a pas que. Il y a aussi les cartons entiers qui débordent de cadeaux de la fête des mères, de la fête des pères, faits à l'école primaire, les fameux colliers de nouilles, les poèmes dictés, les petits pots en terre cuite. Donc, s'il n'y avait que ces cadeaux-là, ok, mais il y a toute une accumulation. Et donc, la question, c'est pourquoi accumule-t-on cela? Eh bien, sur le plan neurologique, le cerveau opère une fusion cognitive entre l'objet et l'émotion. Pour notre inconscient, se débarrasser du vêtement de grossesse ou du dessin d'école, c'est comme rejeter l'amour de notre enfant, ou effacer la magie de cette époque où ils étaient petits. Nous transformons nos objets en otages de notre bonheur passé. C'est ce qu'on appelle l'ancrage mémoriel externe. On transfère notre mémoire dans la matière parce qu'on a peur que si l'objet disparaît, le souvenir s'efface avec lui. Mais posez-vous la question, quel est l'intérêt réel de garder un vêtement de maternité 20 ans plus tard? Est-ce que votre amour de mère ou de père est stocké dans ce tissu? Non. Le souvenir est ancré en vous, dans vos cellules, dans votre relation actuelle avec vos enfants devenus grands. Accumuler le passé par nostalgie, c'est parfois s'empêcher de vivre pleinement la beauté de la relation présente. Et c'est pareil avec plein d'autres objets. Vous pouvez prendre des photos, des accumulations de photos, vous pouvez prendre... euh, c'est diverses et variées. Et il y a aussi une autre catégorie d'objets sentimentaux qui est beaucoup plus lourde à porter. Ce sont les souvenirs positifs devenus négatifs. Pensez à cette magnifique robe de mariée ou à ce vêtement acheté lors d'un voyage idyllique avec quelqu'un. À l'origine, cet objet est chargé d'une énergie lumineuse, de joie, de promesses. Et puis, la vie avance. Le mariage se transforme en divorce. L'histoire d'amour s'arrête. Pourtant, le vêtement reste là, suspendu au fond du placard. Pourquoi? Parce que le cerveau se rappelle l'investissement émotionnel de départ et refuse d'accepter la fin de l'histoire. Sauf qu'en neurosciences, on sait que chaque fois que vos yeux croisent cette robe de mariée ou ces objets liés à une séparation, votre cerveau subit un micro-trauma par dissonance. L'objet envoie un signal de votre bonheur qui se fracasse immédiatement contre la réalité douloureuse du présent. Vous réactivez inconsciemment le deuil, la colère ou le regret. C'est ce qu'on appelle la charge émotionnelle résiduelle. Cet objet ne vous protège pas, il vous maintient dans une situation toxique. Il agit comme un poison silencieux dans votre espace de vie. Vous ne vous en rendez pas compte, parce que c'est pas comme si on vient et on vous donne une paire de claques. Non, puisque ça se passe dans le cerveau. Donc forcément, c'est des choses souvent qui sont inconscientes. Le philosophe et le psychologue William James écrivait que notre étalage matériel est une extension de notre propre soi. Nous projetons notre psyché dans la matière. Donc, quand vous refusez de trier, vous ne vous protégez pas du tissu ou d'un objet quelconque. Vous protégez la version de vous qui vibrait avec cet objet. Une étude sociologique très marquante a révélé qu'en moyenne, nous ne portons régulièrement que 20% de notre garde-robe. Les 80% restants dorment. Encore une fois, la loi de Pareto qui s'applique. Ce sont ces archives émotionnelles, ces nostalgies de grossesse, ces reliques de mariage passé, des souvenirs liés à une personne qu'on a perdue. En fait, des souvenirs en tout genre liés à diverses situations. Mais voici la question inconfortable que j'ai dû me poser et que je vous pose. Est-ce que cette version de vous existe encore? Et surtout, est-ce que vous voulez qu'elle continue de saturer votre présent? Chaque matin, en ouvrant votre placard, vous subissez une agression visuelle silencieuse ou une mélancolie invisible. Sans vous en rendre compte, vous commencez votre journée fatigué, alourdi par une énergie stagnante. C'est là qu'intervient un phénomène psychologique fascinant qu'on appelle l'effet Diderot. Oui, c'est ce philosophe, Denis Diderot, qui a expliqué qu'après avoir reçu une magnifique robe de chambre écarlate, il a ressenti le besoin de changer tout son mobilier pour l'aligner sur la
beauté de sa robe de chambre. Il est tombé dans l'engrenage de la surconsommation par besoin de cohérence. Dans le tri, l'effet d'Hydro fonctionne à l'envers et c'est magique. Lorsque vous osez enfin sortir de votre placard un vêtement qui incarne une version obsolète, nostalgique ou toxique de vous-même, je répète, ça peut être un objet autre qu'un vêtement. Mais en tout cas, que ce soit ce vêtement que vous choisissez ou l'objet que vous voulez sortir, vous brisez la cohérence du vieux système. Le cerveau va chercher à aligner le reste. Sortir un objet chargé, c'est souvent déclenché par effet domino, un tri dans d'autres sphères, c'est-à-dire les relations, les pensées, la vie. Et c'est souvent ce que nous redoutons, inconsciemment sans le savoir. Le tri se transforme alors en un véritable rituel de mue. Alors rassurez-vous, je ne vous parle pas d'un tri radical, je ne m'appelle pas Marie Kondo, où l'on jette tout en un week-end. La violence ne produit jamais de transformation durable. Le système nerveux se braquerait. Je suis simplement dans une phase d'observation consciente quand j'ouvre mon placard, quand je prends un vêtement ou un objet dans mes mains. Et je me pose une seule question somatique. Qu'est-ce que ça active en moi ? Et ça, vous pouvez le faire. Pas est-ce que c'était un beau souvenir, mais quelle est la sensation dans mon corps quand je regarde ce tissu ou cet objet aujourd'hui ? Et est-ce que c'est en adéquation avec ma réalité actuelle, avec ce que je vis actuellement, avec cette nouvelle version de moi ? Quand bien même le souvenir est positif, est-ce que je me sens légère, stable, en sécurité ? Ou est-ce que je ressens une micro-tension dans la poitrine, une nostalgie qui me tire vers l'arrière, une pointe de culpabilité ? En tout cas, le corps, c'est avant l'esprit, et il ne ment jamais. Et c'est là que j'ai compris, dans la plus grande leçon de cette expérience, le tri, ce n'est pas enlever, ce n'est pas vider. Le tri, c'est choisir ce que l'on garde, c'est choisir qui en nous on décide de nourrir aujourd'hui. C'est de prendre le contrôle de notre quotidien et de ne plus se laisser dominer inconsciemment par les émotions que nous produisent un vêtement ou un objet. Donc, c'est reprendre le pouvoir dans sa vie aussi. Chaque vêtement que vous laissez sur son cintre, chaque objet sentimental que vous décidez de garder ou de relâcher, est un vote de confiance pour l'histoire que vous vivez maintenant. Alors, bien évidemment, euh, c'est sûr que quand on parle d'objet sentimental, c'est beaucoup plus simple quand même de se détacher du vase de notre ex-belle-mère ou de notre ex que les cadeaux faits par nos enfants. Donc c'est pour ça, je précise bien qu'il ne faut pas être radical non plus, mais il faut être cohérent avec le quotidien que l'on vit actuellement. Pour clore cette réflexion, j'aimerais qu'on s'arrête sur une nuance. Vous connaissez sûrement le dicton « l'habit ne fait pas le moine ». On l'a vu dans l'épisode précédent, on y a ajouté son prolongement, mais on reconnaît le moine à son habit. Mais si on pousse la métaphore plus loin, pour ce protocole du tri, une autre question se pose. Que fait le moine quand il change de vie ou quand il évolue ? Il quitte son habit parce que l'habit n'était que le contenant d'un moment de sa vie. Garder un vêtement d'une vie qu'on ne mène plus, même si c'était une vie heureuse, même si c'était un vêtement souvenir puissant, ou même le souvenir d'un engagement, le souvenir d'une personne, c'est refuser de voir que nous avons grandi, que nous avons évolué. Se détacher d'un objet, ce n'est pas oublier le bonheur ou effacer le passé, c'est simplement le remercier d'avoir été là et de faire de la place pour la nouvelle version de soi qui ne demande qu'à l'être. C'est aussi prendre le pouvoir sur les dominations émotionnelles inconscientes que nous imposent des fois certains objets. Alors cette semaine, pas de précipitation. Ouvrez juste la porte de votre placard. Regardez-le non pas comme un meuble de rangement, mais comme le miroir de votre psyché actuelle. Observez les zones d'ombre, les hauts cas où, les nostalgies suspendues et les reliques du passé, sans vous brusquer, juste en commençant à voir. Ici, nous faisons de la résistance dans l'ombre. C'était Eliane. J'ai pris un énorme plaisir à enregistrer ce podcast pour vous. J'espère qu'il vous plaira. Merci pour votre écoute et à très vite dans les marmites nomades.